Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des plantes dans les compléments alimentaires. Donc, je suis Christophe Ripoll, vice-président de Synadiet et également président de Phytolia. Et en parallèle, je suis également le directeur d'une entreprise d'extraction végétale située dans la capitale des plantes médicinales, dans l'ouest de la France. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de couvrir un petit peu des sujets, les différentes utilisations des plantes, et également de vous faire un petit point sur l'évolution de la filière, notamment en faisant un focus bien sûr sur la filière française. Donc tout d'abord, juste un petit mot sur Phytolia. Donc Phytolia, c'est une association interprofessionnelle de la filière des plantes à parfum aromatiques et médicinales, qui a un peu plus de 15 ans aujourd'hui. On compte 40 entreprises adhérentes, ça représente environ 260 millions de chiffres d'affaires, plus de 1000 emplois, on couvre à peu près 1200 hectares de culture avec les différentes plantes qui sont travaillées et ça représente plus de 800 espèces qui sont travaillées par les adhérents de notre association. Et ça sera un des points importants aussi, hein. Cette notion de nombre d'espèces dans notre filière est un des points particuliers que l'on ne retrouve pas forcément dans toutes les filières agricoles, avec du coup une diversité de plantes, d'utilisation de plantes et aussi de formes d'utilisation des plantes. Donc l'association aussi a la particularité de vraiment couvrir tous les acteurs de la filière des plantes, du producteur jusqu'à la mise sur le marché, également sur les instituts techniques, les syndicats. On retrouve des extracteurs, des façonniers et des metteurs sur le marché. On est sur différents secteurs d'activité, pas uniquement le complément alimentaire. Les adhérents sont aussi sur d'autres marchés tels que la nutrition animale, la pharma, la cosmétique. Mais on retrouve énormément d'utilisation sur toute la partie complément alimentaire. La mission de l'association, c'est de représenter, défendre, animer et promouvoir cette filière. Et on souhaite en effet pouvoir la développer de manière importante. Et on verra tout à l'heure dans les chiffres que je vous présenterai sur la filière. La plupart des plantes qui sont utilisées dans les produits actuellement sont importées. Et il y a donc un volet de développement de la filière qui reste assez important. On a par contre besoin de la structurer. On a mis en place différentes initiatives. Donc, on a créé un label que j'avais présenté il y a 2 ans, qui est le label Phytolia plantes d'origine prouvée, de manière à pouvoir travailler sur la traçabilité des plantes du champ au produit fini. Et également, pour accompagner la production, on a mis en place une charte qualité Phytolia qui permet de travailler avec les producteurs sur toute la partie échantillonnage des plantes avant justement analyse, pour être sûr que cet échantillonnage est représentatif du lot entier dans le champ. On a également un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans. On est en train de vouloir structurer la filière française qui aujourd'hui est un peu atomisée, en créant une interprofession agricole qui représenterait les plantes médicinales et qui permettrait de faire le lien avec les autorités, avec les réglementations, car aujourd'hui c'est une filière agricole qui n'est pas structurée sous forme d'interpro. C'est aussi une demande de l'État de pouvoir interagir avec des structures interprofessionnelles. Donc il y a ce besoin-là pour répondre à cette demande de l'État et également un besoin important pour accompagner toute la filière pour qu'elle se développe et qu'elle permette de répondre aux demandes et des consommateurs et des différents industriels qui font partie de cette filière. Donc tout d'abord, un petit rappel, là ce sont des résultats de 2019, mais si on regardait en 2020, on sera un petit peu sur les mêmes tendances. Les plantes sont bien au cœur de la demande des consommateurs et des compléments alimentaires. Ils contribuent pour 2/3 à la croissance du marché et on a ici la représentativité. Donc les plantes représentent 40% de l'évolution de ce marché. Donc on a bien un point très important, enfin la plante représente bien un point important dans le complément alimentaire. On retrouve des plantes dans un nombre important de formules. Ça couvre, je verrai après. Au sein des plantes, on voit également qu'il y a une demande qui est en train d'augmenter au niveau du point spécifique des plantes qui sont issues de l'agriculture biologique.
Donc cette croissance au niveau du marché, elle est 7 fois supérieure à ce qu'on voit sur le complément alimentaire. Par contre, on est sur un marché global qui est aux alentours de 2 milliards. La partie bio représente une centaine de millions. Donc ça reste un petit pourcentage sur le marché des compléments alimentaires. Mais au sein de ce petit pourcentage-là, on a en effet des croissances très importantes. Donc il y a bien une demande du consommateur de bio. Et on va voir aussi que derrière, il faut que la filière puisse s'organiser pour répondre à cette demande. Donc on va retrouver ensuite ces produits à base de plantes bio sur différentes indications. De manière globale, les plantes, de toute façon, on les retrouve dans de nombreuses applications. Vous pouvez développer des compléments alimentaires à base de plantes qui vont couvrir quasiment tous les bénéfices recherchés. Et c'est l'avantage de cette justement diversité de plantes. Je vous parlais tout à l'heure de 800 espèces. Donc ça permet vraiment de travailler sur vos formulations, sur la différenciation aussi entre marques. Et vous pouvez axer votre travail aussi bien sur la plante en elle-même, sur son efficacité, sur les études qui sont à disposition, mais également mettre en avant toute la partie filière, qui est une demande aussi importante des metteurs sur le marché et des consommateurs, de pouvoir tracer du produit du champ jusqu'au produit fini ces plantes. Ce que l'on retrouve aussi, donc la plante, elle a l'avantage de pouvoir être utilisée de différentes manières et surtout, en fonction des applications que vous allez avoir menées, vous pouvez travailler sur différentes parties de la plante. Et ça, c'est un des points importants aussi à toujours avoir en compte. On parle d'espèces, mais l'espèce n'est qu'un axe. Après, travailler sur la partie de la plante et aussi un choix qui va être important quand vous voulez développer un produit. Alors, important, il peut être aussi... ce choix peut être fait sur la base des monographies existantes. On sait par exemple qu'il y a beaucoup de monographies de l'agence européenne qui vont bien préciser une partie de plante pour une efficacité. Mais il faut mettre ça aussi en rapport avec la partie pratique agricole. Ce que l'on voit aujourd'hui, il y a eu des monographies qui datent un peu, des effets traditionnels qui ont été décrits il y a 30 ou 40 ans, et qui vont par contre vous dire qu'il faut travailler sur la fleur. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'allez plus trouver de fleurs parce que la fleur impose une cueillette manuelle et que beaucoup de producteurs n'ont pas cette main-d'œuvre pour faire de la cueillette manuelle. Donc vous allez vous retrouver avec de la sommité fleurie qui va être en fait cette partie-là, ici. Donc on a la fleur et une partie du pédoncule ou une partie de tige parce qu'en fait, il a fallu mécaniser les récoltes pour pouvoir répondre à la demande du marché et aussi répondre à une absence parfois de main-d'œuvre pour pouvoir faire cette cueillette manuelle, où souvent c'est une question de prix. C'est-à-dire que faire de la cueillette de fleurs manuelles en France va faire que votre produit va être sur le marché à un prix qui ne sera pas compatible avec une utilisation dans le marché du complément alimentaire. Donc ça fait partie aussi des éléments à avoir en tête. C'est cette correspondance entre une utilisation traditionnelle et ensuite ce que va vous permettre la pratique agricole et la réalité du marché. Donc ensuite, vous allez pouvoir composer vos produits en surfant sur toutes ces différentes parties de plantes. On est aussi sur des process qui sont diversifiés. Donc la plante peut être utilisée sèche ou fraîche, et on va la retrouver dans différents secteurs. Elle peut être extraite avec différents procédés, soit utilisée en l'état, sous forme de poudre, et ça je referai un petit bilan après des différentes formes qu'on va retrouver dans le complément alimentaire, soit sous forme d'extrait. Alors souvent dans nos marchés, on va quand même trouver des extractions plutôt avec des solvants verts que sont l'alcool ou l'eau, mais on peut aussi se retrouver avec de l'eau sucritique, avec d'autres technologies, quelques solvants aussi, des solvants utilisés en alimentaire, des solvants qu'on appelle organiques, qui vont permettre d'aller chercher des composés lipophiles. Il faut savoir que souvent, par contre, sur le bio, on ne va pas pouvoir utiliser ce type d'extrait. Donc souvent, en bio, on va plutôt se cantonner aux extractions aqueuses et extractions éthanoliques. Et ensuite, on a aussi les huiles essentielles, ce que je disais, des extractions avec des hydrocarbures ou des extractions sélectives. Cette dernière partie, c'est plus des produits qu'on va retrouver sur le marché de la pharma, où là, en fait, on ne va pas parler d'extrait, mais on va vraiment aller chercher des molécules pures
Et c'est souvent ensuite des molécules qui vont être soit novel food, soit donc pas utilisables en complément alimentaire, et qui sont ensuite déposées plutôt en pharma. Même si on a quelques exemples dans les filières compléments alimentaires de molécules assez purifiées, comme la curcumine, où on retrouve en effet des extraits à 95% de curcumine sur le marché et qui sont alimentaires. Après, un des points aussi qui est intéressant quand on utilise les plantes, c'est que vous avez à disposition énormément de formes de plantes ou d'extraits de plantes que vous pouvez mettre en œuvre dans vos compléments alimentaires. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on a parfois un peu oublié ou un peu délaissé de côté en se contentant de certaines formes qu'on va retrouver majoritaires. Il faut savoir que ces formes-là peuvent être complémentaires et que le choix d'une méthode de préparation va aussi permettre de sélectionner certains actifs de la plante et certaines utilisations de la plante. Donc ce qu'on retrouve majoritairement au niveau du marché du complément alimentaire, on va retrouver la plante en vrac. Alors ça a été un marché qui a été longtemps un peu à la baisse, mais qui maintenant depuis quelques années est en forte progression et on le voit un peu partout sur les stands aujourd'hui. Donc au niveau de la plante en vrac, c'est surtout sous forme sèche et elle va être utilisée sous forme de tisane. Mais on a également de la plante fraîche qui peut être avec certains réseaux bien particuliers qui utilisent la plante fraîche. Ensuite, une des formes classiques, c'est une des premières transformations de la plante, c'est la poudre de plante. Donc là, il n'y a pas d'action spécifique de concentration des actifs. Donc on prend la plante, on va la réduire à une granulométrie bien déterminée, soit pour en faire des gélules, soit des comprimés. Et ensuite, souvent, il y a des étapes de débactérisation pour assurer la qualité alimentaire du produit. Alors, il faut savoir que là, ce qui est primordial, forcément, là, la conduite culturelle va être importante, puisque vous ne pouvez pas enrichir les actifs. Donc, il faut avoir mis en place la sélection variétale et également des conduites culturelles qui vont vous permettre de concentrer les actifs. C'est souvent aussi de récolter la plante au bon moment, au moment où l'actif sera le plus représenté. Donc ça, c'est en effet la poudre de plante. Et ensuite, on va retrouver différents types d'extraits. Donc le plus classique, c'est l'extrait sec. Donc on va mettre la plante en contact avec un solvant. On va ensuite déterminer les conditions de cette extraction en termes de coupe de plante, en termes de température, d'agitation, de choix de solvant. Et on va aboutir à un extrait qui aura une spécification bien particulière en fonction des choix que l'on aura fait techniques. On est capable de générer en fait quasiment une infinité d'extraits à partir d'une même plante selon les conditions que l'on va utiliser pour l'extraire. Ensuite, on va trouver d'autres formes qui sont des formes d'extraits qu'on retrouve un peu moins au niveau du complément alimentaire, qui sont des formes liquides avec le classique et le traditionnel, c'est la teinture mère. Donc c'est une extraction hydroalcoolique qui a été longtemps utilisé, en fait, c'était souvent ce qu'on retrouvait dans les préparations officinales, dans les pharmacies. Ça se basait beaucoup sur la teinture mère. Vous avez beaucoup de monographies qui ont décrit l'utilisation des teintures mères. Depuis maintenant quelques années, c'est un produit qui est un peu moins utilisé en complément alimentaire de par sa teneur en alcool, et qui rend plus difficile la formulation galénique de fait de cette présence de l'alcool. C'est pour ça qu'on est parfois reparti sur la forme sèche, c'est-à-dire qu'on a fait ces teintures mères et ensuite on va évaporer le solvant pour arriver à une forme sèche et pouvoir ensuite l'utiliser en comprimé ou en gélule. Donc ces formes-là, par contre, on les voit à nouveau redevenir importantes dans le marché de la nutrition animale. Alors c'est surtout là où on va avoir une utilisation de ces teintures mères. Les extraits fluides, c'est quelque chose entre les deux, c'est-à-dire qu'on va commencer l'extraction, on va évaporer une partie du solvant pour concentrer les actifs, mais on va rester sur une forme pâteuse qui va pouvoir être utilisée dans des formes liquides telles que des sirops, principalement des sirops. Donc il faut savoir que la forme fluide, l'avantage en évaporant, c'est qu'on peut enlever l'alcool. Donc on se retrouve avec un concentré, mais qui parfois est un peu moins soluble parce que le fait d'enlever de l'alcool dans un extrait crée des insolubles. Et ensuite, on va retrouver d'autres formes, les huiles essentielles que vous connaissez tous, donc ça c'est vraiment une préparation particulière. Et actuellement, on retrouve aussi de plus en plus des macérats glycérinés de bourgeons, de jeunes pousses ou de racines. Donc pour les bourgeons, c'est une préparation qui se fait classiquement dans un solvant eau, glycérine et alcool sur de la matière première fraîche.
Et c'est vraiment tout ce qu'on retrouve dans l'univers de la gémothérapie, mais on retrouve également ce type de macérat sur d'autres formes. Et enfin, les alcoolats de plantes médicinales, mais qui sont là des distillations de plantes. La filière est une filière longue avec à la fois on a des circuits courts et circuits longs et courts. On a différentes typologies d'acteurs, les producteurs ou les groupes de producteurs, les grossistes en herboristerie, les fabricants d'extraits végétaux, les industries utilisatrices et les consommateurs. Donc ça, c'est aussi une particularité, on a des intermédiaires, et souvent, aujourd'hui, il est compliqué pour un producteur d'avoir une visibilité sur quelles vont être les demandes des consommateurs pour pouvoir anticiper ses productions. Je prends souvent cette image, le temps du marketing et le temps agricole ne coïncident que très peu. Quand on fait un petit peu le bilan du sourcing des plantes pour les acteurs du marché français, donc ce sont des résultats qu'a publié France Agrimaire au mois de mai 2021. Tous les 2 ans, ils font une analyse complète de la filière des plantes médicinales en faisant un focus sur la France et en regardant en effet comment s'organise la filière. Donc le résultat est toujours un peu le même, c'est-à-dire qu'une majorité des plantes qui sont utilisées sur le territoire français proviennent de l'import, et on le voit en effet, les chiffres de 2019, donc une progression qui est importante. La France exporte peu, c'est ce que l'on voit en violet. Par contre, l'importation continue. Alors c'est lié à deux raisons. C'est que le marché continue à progresser, que la demande est de plus en plus forte. On a également une progression sur le sourcing qui vient de France, et j'en parlerai un peu plus tard, mais on a quand même cette demande importante de plantes. Ce que l'on voit cette année, on a tous été confrontés, ces sourcings étrangers peuvent parfois poser problème. Là, on a la crise de l'oxyde d'éthylène qui est présente, donc avec du coup des plantes provenant en effet de l'étranger, où les réglementations autour des pesticides ne sont pas les mêmes et font que parfois on a une inadéquation entre les réglementations du pays producteur et la réglementation française ou européenne, qui fait qu'on se retrouve dans ces situations à pouvoir avoir du mal à sourcer certaines plantes. En tout cas, la demande est là. Dans ces 80% de plantes aujourd'hui qui sont importées, alors toutes ne sont pas cultivables en France. Il y a forcément des espèces qui sont des espèces qui ne seront jamais cultivées en France. Par contre, on pense au niveau de la filière qu'il y a moyen de pouvoir aller augmenter la partie de plantes d'origine France. Mais ça demande en effet que la filière se structure. Les principaux pays fournisseurs de la plante sont présentés sur ce tableau-là. Donc, on voit en fait en premier ce qui peut parfois surprendre. On reste quand même sur des approvisionnements qui viennent d'Allemagne, d'Espagne. On a également, mais là ils apparaissent pas, mais on a également les pays de l'Est qui sont assez représentés sur certaines espèces. Et ensuite, on retrouve l'Inde, la Chine, Maroc, Pays-Bas, Turquie. Alors pour certains, ce sont des producteurs, pour d'autres, ce sont des négociants aussi. On retrouve les deux typologies. Si on fait un petit focus sur la production en France, donc on a vu en effet, il y a pas mal de demandes à l'étranger. Ce focus, donc, ce sont les derniers résultats qui ont été publiés là en septembre 2021 par France Agrimaire. Dans ce que l'on voit, c'est que la surface agricole pour les plantes médicinales en France continue de croître. Il y a 2 ans, j'avais présenté à peu près le même tableau. On était à 53 000 hectares. Aujourd'hui, on est à 67 000 hectares. Et versus l'année précédente, on est à une augmentation de plus 5,3%. Ce que l'on voit aussi, donc il y a des régions traditionnelles qui ont toujours été des régions productrices de plantes médicinales. Il y a l'Ouest, il y a le sud de la France, mais on voit apparaître aussi en Aquitaine, un peu plus au nord, des bassins de production qui se développent avec souvent 1 ou 2 espèces qui sont travaillées. Et on sent qu'il y a aussi une demande assez importante de la production pour venir sur ce secteur de diversification. Faut savoir qu'aussi l'intérêt de pouvoir passer sur des plantes médicinales, c'est justement qu'on peut travailler un nombre d'espèces important, ce qui permet d'assurer des rotations de culture et d'éviter de la jachère. Donc ça permet de mieux maîtriser en fait son plan culturel pour les producteurs. Et ce sont aussi des marchés sur lesquels on n'est pas forcément sur le même modèle économique que d'autres filières agricoles, avec une capacité de rémunération pour les producteurs qui peut être assez intéressante. Ce que l'on voit aussi là sur la droite, c'est le nombre d'exploitations. Donc entre 2017 et 2021, donc on est passé de 5200 exploitations à 6527.
Donc on a bien un développement de la filière française qui a lieu aussi. Au milieu de cette... donc en France, si on regarde la place des plantes d'EPAM bio, là aussi on a une évolution qui est importante, avec finalement un nombre d'hectares qui est aujourd'hui à 9 926 hectares, enfin en 2019, 8 200 certifiés bio, plus 1 700 en conversion. Un nombre d'exploitants qui augmente, on est à 3 185, ce qui représente un nombre assez important. Et ce que l'on voit aussi, ce qui est important, c'est que la part des plantes bio sur le marché français, par rapport au marché global, est de 16,9%, ce qui est quand même un pourcentage assez élevé et qui continue à croître. Donc comme vous voyez, la filière s'organise, elle va permettre de répondre à des demandes. Alors il faut savoir, notamment sur le bio, qu'il y a un travail aujourd'hui, c'est quand on cherche du bio origine France, souvent il y a surtout répondre à la demande en quantité, et il va y avoir un travail à mener par les producteurs pour aussi répondre à la partie avoir des données sur les titres des plantes. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'il est parfois plus compliqué de développer un extrait titré bio, parce qu'on a la plante peut varier d'une année à l'autre et on a peu de recul sur les évolutions des titres dans les plantes. Et ça, c'est un des critères importants quand vous allez développer un extrait. Donc, le marché s'organise. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'en effet, on a toujours quand même une grosse difficulté quand on veut utiliser les plantes dans des compléments alimentaires, c'est leur statut. En effet, les plantes, selon les pays et selon les réglementations, peuvent avoir différents statuts. Donc là, si on prend l'exemple de l'ail, ça peut être un aliment, tout le monde le connaît, utilisé en cuisine, mais également on peut le retrouver sous forme de complément alimentaire, c'est ce qu'on va retrouver au milieu, mais il existe aussi sous forme médicament. Et l'exemple peut être répété sur la vigne et sur le cassis. Et notamment sur la vigne, il faut savoir qu'il existe une monographie avec un usage bien établi d'un extrait. Donc si vous utilisez cet extrait-là dans un complément alimentaire, vous pouvez avoir un risque de contrôle par les autorités, de requalification en médicament, parce que vous utilisez un extrait qui est similaire à celui décrit dans l'usage bien établi. Donc c'est là où il y a tout un travail aussi dans la sélection de ces extraits par rapport à ces statuts. Ce que l'on a aussi comme problème, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation du statut des plantes en fonction des pays de l'Europe. Donc vous allez pouvoir avoir un statut aliment par exemple en France et vouloir exporter votre produit dans un autre État membre, où là il va avoir un statut médicament. Donc ça pose en effet un problème de circulation des produits, et ça a aussi un côté d'économie d'échelle. Quand vous développez un produit, vous pouvez être amené à finalement, si vous voulez exporter, refaire une formule spécifique pour ce produit-là. Donc ça, c'est vraiment un des points qui est un point bloquant quant à l'utilisation des plantes de manière un peu plus généralisée. On a également un règlement allégation qui a été déposé, donc qui a été rédigé en 2006, où l'idée était de déposer des dossiers, de faire évaluer ces dossiers pour pouvoir porter une allégation. Avait été décidé dans ce règlement allégation de ne pas prendre en compte l'usage traditionnel. Donc on s'est retrouvé avec un déséquilibre entre ce qui est autorisé en médicaments, où l'usage traditionnel est reconnu, dans les médicaments traditionnels à base de plantes et pas en complément alimentaire. Donc finalement, l'EFSA a décidé de sortir les plantes de son règlement, et aujourd'hui on est dans une situation bloquée depuis 2010 avec des allégations en attente et pas d'évolution quant à cette réglementation-là. Donc aujourd'hui, on est donc bloqué depuis 2010. On a des allégations qu'on peut utiliser. Jusqu'à quand, on sait ce qu'on ne sait pas, mais bon, ça fait quand même 12 ans que ça dure. Par contre, on a aussi beaucoup de mal à déposer des nouveaux dossiers pour amener de l'innovation sur l'utilisation des plantes dans les compléments alimentaires. Ce qui va un peu à l'encontre, le règlement au départ avait été fait pour ça, et finalement on a plutôt eu l'effet inverse. Et cette situation de blocage, on souhaiterait en effet au niveau du SINADIET et d'autres structures qu'elle évolue. Ce que l'on voit de toute façon, c'est qu'il y a un faible nombre de pourcentages d'allégations autorisées qui ont été validées, 267 aujourd'hui, et très très peu sur les plantes, beaucoup de vitamines et minéraux. Donc on voit bien que
la mise en avant des plantes et de leurs effets est quand même problématique. Donc ça limite aussi l'information aux consommateurs, puisqu'on ne peut pas parler d'effets des plantes directement sur le packaging. De nombreuses plantes n'ont pas d'allégation, donc toute information aux consommateurs sur leur effet est donc interdite. Donc le consommateur se retrouve avec un nom de plante et pas forcément d'indication de les effets. Là, quand on voit, on avait à Synadiet, on a fait des enquêtes. Bon, là, c'était une enquête qui datait de 2014. Et on a bien vu que la plupart des gens, quand on leur demande à quoi sert l'onagre, ben ils ne savent pas. Ou après, ils vont la répartir sur plusieurs activités différentes. Et la même chose sur la myrtille. Donc tout ça, forcément, ça entraîne des risques de mésusage, des risques de confusion, des difficultés à choisir entre plusieurs produits. Et la recherche et l'achat sur Internet de sites étrangers qui donnent une information pas toujours correcte, mais qui peuvent la donner parce qu'ils ne sont pas dans le cadre de nos réglementations. Et souvent, le consommateur ne comprend pas. Pourquoi sur les produits, il ne va pas trouver une information alors qu'il la trouve facilement sur Internet? Et c'est là où on a un effet... Et souvent, ils se disent, mais il y a quelque chose qui cloche parce qu'ils ne connaissent pas les cadres réglementaires. Et donc, ils se retrouvent face à des produits à devoir aller chercher sur Internet une information qui finalement est disponible. Les risques pour la filière, c'est des difficultés à vendre et à marketer les produits et les produits à base de plantes. C'est la perte d'un savoir-faire, ça empêche aussi le développement de la filière. Baisse de l'innovation, puisque monter un dossier semble compliqué, donc du coup, on ne va pas forcément aller chercher des nouveaux actifs de plantes ou des nouvelles formes d'extrait de plantes pour les utiliser. Une offre qui est du coup assez classique, on retrouve, si je vous sortais les statistiques, tous les laboratoires ont à peu près le même top 20 en plantes. On tourne toujours autour des mêmes plantes que vont connaître les pharmaciens, que vont connaître en fait les points de vente pour pouvoir les mettre en avant. Si vous voulez amener une nouvelle plante parce qu'elle est intéressante, on connaît tous l'Arpagophytum par exemple pour la partie santé articulaire, mais la scrofulaire est une plante qui pourrait la remplacer. Mais en fait, arriver à faire connaître la scrofulaire quand vous n'allez pas avoir d'allégation dessus, c'est mission impossible. En fait, pour un réseau de vente, ça va être compliqué de pouvoir promouvoir ces nouvelles plantes. Donc on retrouve souvent les mêmes plantes chez à peu près tout le monde. Alors après, vous pouvez aussi quand même jouer sur la manière de présenter les plantes. Et c'est là où on voit apparaître les bourgeons, on voit apparaître les extraits, les comprimés, les formes galéniques, différentes typologies d'extraits, qui peuvent reposer aussi sur des technologies d'extraction différentes. Donc au niveau du syndicat Synadiet, parce qu'on souhaite en effet, on est engagé depuis plusieurs années pour soutenir l'utilisation des plantes dans les compléments alimentaires, mais également il y a des partenariats avec les producteurs pour pouvoir aussi permettre le développement de la filière française des plantes médicinales. Donc on souhaite en effet que la réglementation évolue. L'idée, c'est de sortir de... La commission, en fait, a trois choix possibles. Soit on reste en l'état, donc on va continuer à travailler avec les allégations qui sont en attente, ou on va continuer à utiliser aussi des vitamines et minéraux pour pouvoir alléguer sur des plantes, puisque c'est ce qu'on est amené à faire quand on ne peut pas, en effet, utiliser l'allégation traditionnelle de la plante. Modifier le règlement, c'est la deuxième option. Avec ce qu'on espère, c'est d'intégrer la référence à l'usage traditionnel tel que c'est autorisé dans les médicaments traditionnels à base de plantes. Et ensuite, reconnaître la spécificité des plantes et proposer une réglementation spécifique adaptée. Donc nous, on soutient cette dernière solution afin de permettre la possibilité de se fonder sur l'usage traditionnel, se donner la possibilité de prendre en compte l'état de la science. Là aussi, il y a depuis 2010, il y a des papiers qui ont été publiés sur des plantes, mais aujourd'hui, ils ne sont pas pris en compte dans l'utilisation des allégations. Parfois, c'est sur la posologie ou sur les conditions d'usage. Il y a des quantités qui ont été déposées en 2010. Entre-temps, il y a de la recherche qui a été faite, donc peut-être qu'on pourrait parfois réduire la quantité engagée dans un comprimé ou dans une gélule pour obtenir l'effet recherché de la plante. Surtout harmoniser l'utilisation des plantes dans les compléments alimentaires au niveau européen, d'avoir une liste commune des plantes autorisées, ça c'est un enjeu fort pour nous, parce qu'en termes et de filière agricole et de développement économique, il faut qu'on ait, normalement il y a la libre circulation des produits,
Donc il faut que ces listes soient harmonisées au niveau de tous les États membres. Et également intégrer dans cette réglementation les critères de qualité, de sécurité, de traçabilité, au-delà de l'efficacité et de la simple définition variétale. Donc ça, c'est aussi un des points importants. Vous avez vu, il y a différentes formes, on peut utiliser différentes parties de plantes, et ça, c'est des éléments, en effet, qu'il faut pouvoir tracer et qu'il faut pouvoir aussi apporter aux consommateurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je suis à votre disposition s'il y a des questions. Personne n'a de questions du coup? Alors, la question est justement autour d'un produit qui est bien connu, dont les données scientifiques sont très favorables, mais on ne voit pas un produit avec l'allégation adéquate. Est-ce qu'il faut penser que c'est impossible de changer ça aujourd'hui ou il faut essayer quand même d'aller vers les autorités pour demander cette allégation? Alors on pense qu'il faut le modifier et il y a tout un travail qui est mené par le SINADIET avec un groupe de travail dédié où on a justement re-regardé sur les critères d'évaluation des allégations à base de plantes en proposant un schéma d'allégation comme on le voit au Canada en fait ou aux États-Unis avec des allégations graduées en fonction du niveau de preuve. Et ça, c'est un dossier qu'on souhaite défendre et remonter au niveau des autorités. Alors, il y a des échanges qui ont lieu aussi avec des experts qui étaient membres du panel de l'EFSA, où on a présenté le modèle qu'on défend. Et il y a eu également des échanges avec les autorités sur ce modèle-là. Parce qu'en effet, si on veut promouvoir, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Les données, comment l'EFSA ou comment les autorités évaluent les dossiers scientifiques nous semble pas du tout correspondre à ce qui était écrit initialement dans la réglementation, avec finalement un poids le nombre d'études est un point qu'il faut challenger, la structuration des études aussi. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels des groupes de travaux sont menés au niveau du SINADIET. Et on sait très bien que modifier un règlement, il va falloir que l'on soit patient, mais ça fait partie des démarches que l'on a. On a cette démarche-là sur les allégations et en parallèle, on défend également une nouvelle réglementation qui est basée un petit peu sur ce qui se fait au Canada, sur les produits de santé naturelle, qui permettrait en effet de sortir du statut actuel. Le complément alimentaire est un statut qui a le mérite d'exister, mais qui ne convient pas tout à fait en effet à nos produits. Donc ça fait partie des deux dossiers sur lesquels le SINADIET est acteur. Bonjour, merci pour cette présentation. Donc pour moi, la question était quelles sont les plantes qui sont en ce moment les plus vendues ou les plus demandées en France? Et la deuxième question était est-ce que vous pouvez aussi commenter la situation des produits CBD en France? Alors, sur les CBD, il y a eu une présentation juste avant, et c'est vrai que moi je suis pas spécialisé là-dessus, donc je préfère. Ou Elodie pourra vous répondre. Alors, au niveau des plantes, selon alors les principales qui vont être notifiées, on va retrouver classiquement le curcuma, on retrouve les plantes du sommeil avec la passiflore, la valériane. On a la vigne rouge aussi qui est une plante beaucoup utilisée. Donc là, si on est sur le top 5, on est sur ces plantes-là. Après, comme je disais, il y a quand même une telle diversité de plantes utilisées. On va retrouver, il y a des plantes, les plantes du sommeil sont largement plébiscitées. On va retrouver toutes les plantes hépatiques aussi. Le desmodium, le radis noir, l'artichaut. L'artichaut fait des gros volumes en termes de culture et on a des filières en France assez bien établies. La mélisse aussi est une filière où la France se débrouille bien. La passiflore également. Les deux bassins de production principaux sont l'Italie et la France.
Et après, il y a toute cette diversification de plantes qui reste un des points importants de notre filière, justement. La plupart des structures qui se sont spécialisées en France sur les pommes font entre 80 et 100 espèces. Alors certaines qu'elles vont faire un demi-hectare, 1 hectare, quand d'autres, on va se retrouver à plusieurs dizaines d'hectares. Mais il y a un travail aussi d'arriver à bien cibler les espèces sur lesquelles on peut être amené à travailler, sur lesquelles on sera compétitif. Il y a d'autres parties du monde où on ne sera jamais compétitif et les gens ont des savoir-faire aussi. Donc l'idée, c'est pas forcément que tout le monde soit tout le temps en concurrence sur toutes les plantes, mais qu'on puisse aussi déjà de répondre à la demande en quantité et en qualité. L'enjeu, il est beaucoup sur cet axe-là. Bonjour. Je souhaite d'abord remercier le Synadiète car je pense que le Synadiète fait un travail formidable pour défendre l'activité de compléments alimentaires en France. Ma question est la suivante. Lorsque on présente un produit quelconque qui a été testé cliniquement et avoir des vertus pour la santé, pourquoi n'est pas autorisé, quitte à effectivement déclarer les tests lorsqu'on déclare le produit à la DGCCRF, présenter ces conclusions aux consommateurs car ça devrait aider à rassurer les clients par rapport au type et la qualité de produit. Alors le pourquoi, c'est juste que malheureusement c'est le règlement qui nous encadre. Donc aujourd'hui en effet ce n'est pas autorisé. La question du pourquoi est souvent posée par le syndicat au niveau des autorités, puisque finalement on se retrouve dans une situation où entre utiliser en effet des données scientifiques qui vont démontrer un effet ou rajouter une vitamine pour avoir la même allégation, c'est quand même un paradoxe. Mais ça, aujourd'hui, on a du mal, en effet, à faire entendre cette voix-là. Enfin, on l'exprime et on sait qu'il faudra la travailler au niveau des autorités, au niveau réglementaire, d'amener des éléments. Il faut aussi que les études correspondent à un certain degré de rigueur scientifique. Et ça, c'est un sujet sur lequel on a aussi beaucoup travaillé. C'est de définir ce que pourrait être une étude type pour pouvoir alléguer d'une efficacité. Et en effet, il faut qu'il y ait des critères bien particuliers à respecter, le nombre de sujets à inclure, les critères qui soient des critères scientifiquement admis. Donc ça, on a tout un travail collectif à mener pour aussi nous garantir la qualité des études que l'on va mener. Et après, c'est justement ce qu'on voudrait, c'est que ces règles soient bien définies pour qu'ensuite on puisse communiquer aux consommateurs. Bon, merci beaucoup. Il y a encore une question. Ah, pardon, j'avais pas vu. Merci. Je reviens sur la question du manque d'harmonisation d'allégations sur les plantes au niveau européen. Et pourtant, les produits ont une libre circulation. Je ne comprends pas trop. Ça veut dire qu'on peut enregistrer, on peut avoir un produit dans un pays, acheter dans un autre, même si l'allégation n'est pas la même. C'est un peu confus pour moi. Sur les allégations, normalement, la liste est européenne. Par contre, là où c'est pas harmonisé, c'est sur la composition. Chaque État membre a sa propre composition et chaque État membre peut définir sa liste de plantes qu'il va vouloir faire entrer dans une catégorie ou dans une autre. Et c'est vraiment là où il y a certaines parties finalement de la réglementation qui sont européennes et d'autres qui restent nationales. Et ça, c'est un frein à la libre circulation. Donc ensuite, on peut toujours challenger la Cour européenne pour faire reconnaître son produit, avec le risque par contre qu'un produit qui était au statut complément alimentaire bascule pour toute l'Europe au statut pharmaceutique. Quand on challenge la Cour européenne, on n'est pas sûr que ça ira dans le sens
du complément alimentaire. Donc c'est pour ça que ce manque d'harmonisation sur la composition des produits freine la libre circulation. Et c'est justement, ça fait partie des sujets sur lesquels on souhaite, la règle de base, c'est que la libre circulation soit appliquée comme elle doit l'être au niveau des réglementations européennes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.